Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à 7 mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, nous sommes jeudi, je suis Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter co-anime toujours cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous sommes toujours bien accompagnés avec Juliana Antero pour cette semaine d'épisode spécial recherche médicale et place des femmes dans le sport. Salut Juliana. Bonjour Hermano, bonjour Olivier, merci d'être là à nouveau avec vous. Juliana, tu nous as dit que tu travaillais à l'INSEP sur le projet Empower. Eh bien écoute, comme pour le premier épisode de présentation, le micro est à toi. Je te laisse nous en dire plus sur ce projet, sur ce programme, et puis peut-être, non pas les résultats, mais ce que vous attendez des résultats, savoir quel est le but de cette étude. Donc Empower, c'est un projet que j'ai créé avec Alice Meunier, aussi chercheuse ici à l'INSEP. Et nous avons créé ces projets une fois on était face au constat qu'il y a beaucoup moins de recherches parmi les femmes sportives que parmi les hommes. Et en quoi cela est un problème? C'est que la plupart des programmes, des recommandations sportives qu'aujourd'hui on peut faire à nos sportives sont basés sur la physiologie masculine. Mais pour savoir si cela est valable pour les femmes, il faut faire des études chez la femme. Sinon, on ne saura pas si toutes ces recommandations en termes des charges d'entraînement, par exemple, des facteurs de risque de blessures sont valables pour les deux sexes. Donc, il y a ce premier constat, il manque des recherches chez la femme sportive. Ce qui est bien, c'est qu'avec le milliard de recherches qui ont déjà été faites uniquement sur des hommes, vous avez de la marge, vous avez du boulot pour quelques années. Oui, nous avons du boulot, c'est sûr. C'est une thématique encore malheureusement nouvelle. J'ai dit malheureusement parce que ça serait mieux que tous les protocoles puissent inclure déjà des hommes et des femmes. Comme ça nous permet d'apprendre d'autant plus sur la pratique sportive, parce qu'on peut voir aussi ce qui c'est similaire et ce qui c'est différent. Parce que, au fin des comptes, il y en a beaucoup de paramètres qui sont similaires, mais certains ne le sont pas. Notamment le cycle menstruel, que c'est une exclusivité féminine. Et nous avons commencé, ah bon et c'est pour ça qu'Empower, c'est un projet pour étudier les spécificités féminines, à commencer par l'impact du cycle menstruel sur la réponse à la charge d'entraînement des sportifs. Donc, le but, c'est de vraiment apprendre à connaître, à maîtriser la physiologie féminine pour les mettre à l'avantage de la sportive, pour qu'elle puisse travailler en synergie avec sa propre physiologie. Donc, nous étudions les cycles menstruels des sportives, leur réponse à la charge d'entraînement, pour savoir où est-ce qu'on peut gagner, où est-ce qu'on a des marges pour améliorer leur performance en tenant compte de leur propre physiologie. Et ça, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est pas sur un sport en particulier, ça va autant concerner les femmes triathlètes que une sprinteuse ou une joueuse de basket. Oui, en ce moment, nous travaillons avec plusieurs disciplines. Notre première fédération, c'était la fédération d'Aviron, avec qui nous avons déjà un suivi de presque 6 mois. Nous avons commencé avec l'aviron et les para-avirons. Puis nous avons aussi démarré avec l'escrime, avec une escrimeuse qui a souhaité participer à cette étude. C'était une thématique qui lui intéressait, qui lui tenait à cœur, donc nous l'avons incluse aussi dans l'étude. Nous suivons aussi des gymnastes, des footballeuses et prochainement des skieuses, peut-être aussi au badminton et judo. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis marié, j'ai une fille, qui sont pas forcément sportifs, mais c'est vrai qu'on parle souvent, peut-être à tort, du cycle menstruel des femmes. Je sais que j'ai connu beaucoup de sportives aussi, dont parfois le cycle menstruel pouvait être suspendu ou impacté par la pratique du sport. Est-ce que votre étude vise aussi à analyser ça, ou est-ce que au contraire votre étude analyse plutôt l'impact du cycle menstruel sur le sport et pas du sport sur le cycle menstruel? Nous étudions les deux, dans les deux sens. Pourquoi? Parce que déjà, le but de notre étude, c'est avant tout
faire un accompagnement scientifique de la performance des sportives. C'est-à-dire, on les suit sur le terrain. Et donc, si elles ont des cycles réguliers, elles sont incluses dans notre étude. Si les cycles irréguliers, elles sont aussi incluses. Et si elles n'ont plus les règles, donc elles sont en aménorrhée, elles sont aussi incluses. Bien sûr, pour étudier l'impact du sport sur les cycles, il nous faut bien plus de temps de suivi longitudinal pour mieux comprendre l'influence du sport sur les cycles. Mais nous connaissons par les études qui ont été déjà publiées là-dessus, l'aménorrhée peut être un signe de quelque chose qui ne va pas bien. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pas forcément le cas. Si je suis en aménorrhée, donc en danger, mais c'est un premier signe de que quelque chose peut-être ne va pas bien. Alors pour revenir justement sur cette étude, comment est-ce que vous analysez ces données? Tu parles beaucoup de mesures de l'impact hormonal, donc comment est-ce que vous mesurez la présence ou non de ces hormones dans le corps féminin? Dans notre protocole Empower, nous faisons des auto-prélèvements salivaires, c'est-à-dire l'athlète, elle va faire chez elle un prélèvement salivaire. Et avec ces prélèvements, on peut mesurer plusieurs hormones, dont les principaux sont l'estrogène, la progestérone et la testostérone. Et on a décidé de faire des prélèvements salivaires tout simplement pour être les moins contraignants possible pour les sportives, parce que les sanguins, ça serait un peu plus compliqué, ça demande une prise en charge un peu plus importante, et on voulait vraiment faire des suivis longs, c'est-à-dire on peut prendre plusieurs cycles et voir les plusieurs paramètres en même temps, parce que nous mesurons les taux hormonaux, mais nous mesurons aussi la charge d'entraînement au quotidien, nous mesurons aussi leur état de forme, des facteurs psychologiques, les bien-être, les symptômes liés au cycle. Donc c'est une étude multidisciplinaire, et pour qu'on puisse avoir un maximum de données pour avoir des informations pertinentes et des résultats à montrer individuellement pour chaque athlète, il nous faudrait des protocoles co-contraignants, donc les prélèvements salivaires. Parce que du coup, pour avoir un échantillon suffisamment grand, c'est une étude qui se fait sur plusieurs années? Là, non, notre but, ce sont des études, des étapes d'environ 6 mois. En premier 6 mois, on arrive à dégager des tendances assez importantes. C'est le cas, par exemple, avec l'aviron. Nous avons vu déjà en termes du groupe, il y en a des fortes tendances. En termes individuels, on arrive déjà à identifier les athlètes où il y en a elles aperçoivent des variations de leur réponse à l'entraînement en fonction des phases du cycle. Ensuite, avec 6 mois, on arrive déjà à dégager ces tendances. Et ensuite, on peut partir en une deuxième étape où on va faire un suivi encore plus fin pour déterminer si cette tendance se vérifie, et ensuite identifier pour chaque athlète quelles sont les phases où elle performe le mieux des efforts d'endurance, des phases où elle performe le mieux des efforts de puissance, et des phases où il leur faut un peu plus de récupération. Ça veut dire que à terme, l'idée c'est de pouvoir dire les athlètes féminines choisissent leur date de compétition en fonction de ça, en fonction de leur cycle? Ça, c'est très très compliqué de choisir les dates de la compétition, et c'est pour ça que notre variable d'intérêt, c'est vraiment l'entraînement, parce que la compétition, on ne pourra pas la changer. La date, elle est figée, et aussi c'est hyper compliqué d'essayer de caler les cycles en fonction des dates des compétitions, parce que déjà elles sont nombreuses, et deuxièmement, les cycles, il peut changer en raison du stress, il peut changer en raison de plusieurs autres paramètres, et on ne veut pas essayer de changer la physiologie. C'est pour ça qu'on parle de travailler en synergie avec la physiologie. Et donc, en premier temps, déjà, que chaque athlète, elle puisse comprendre, elle puisse apprendre sur elle-même, savoir quoi s'attendre pour cet entraînement, qu'il est aussi pour plusieurs, l'entraînement, il ne peut pas changer. Par exemple, je reviens dans l'exemple de l'aviron, elles sont dans les mêmes bateaux, et chacune dans une phase différente. Donc, on ne pourra pas changer cet entraînement. Mais elle peut changer déjà, d'une part,
la partie individuelle de son entraînement, de sa récupération, mais aussi de son travail en musculation, par exemple, qu'elle fait individuellement, mais surtout, elle peut savoir à quoi s'attendre. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, je puisse pas envoyer la puissance que je suis habituée. Peut-être que je vais alors dormir un peu plus pour être plus en forme, parce que dans cette phase, c'est comme ça. Par contre, il y en a cette autre phase-là, où je peux envoyer du lourd, où c'est là où je peux vraiment faire mon plus gros effort, et donc c'est cette phase-là que je vais construire des muscles. C'est là, dans cette phase, que je prépare à gagner de la masse maigre, et donc ce sont des adaptations comme ça qu'on peut prévoir au quotidien. Et nous, on estime que c'est là que c'est le plus intéressant pour les sportifs, parce qu'elles ont 3 ans, 4 ans de préparation olympique. Si elles peuvent s'adapter au jour le jour, un tout petit peu, c'est cet avantage qu'elle va construire les jours de la compétition. C'est pas avoir ou pas les règles des jours de la compétition, sauf si ce sont des compétitions de très très longue endurance, et pour certaines, ça peut être gênant. Pour certaines, hein, c'est pas pour toutes les femmes. Et c'est là, si on identifie qu'il a vraiment un gros souci d'être en certaines phases du cycle pendant la compétition, qu'on pourra essayer de voir quelles sont les solutions envisageables. Oui, enfin, c'est vrai que ça dépend énormément des disciplines. C'est clair qu'on a un match de foot, difficile de changer le match de foot parce qu'il y a une joueuse qui a son cycle, ça risque d'être compliqué. Par contre, c'est vrai que typiquement dans le triathlon, à moins que ce soit effectivement championnat du monde où on s'est qualifié ou quoi, je pense que on peut facilement choisir. Souvent, les athlètes en début d'année, ils doivent choisir les compétitions sur lesquelles ils veulent participer. Il y en a beaucoup. Donc potentiellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut rentrer en compte. Oui, après, certaines sportives, je cite Gina Smith, championne olympique, sprinteuse, elle connaît déjà, elle a déjà fait ce travail de savoir l'impact de chaque phase de son cycle sur sa performance, et elle s'est rendue compte que toutes ces grosses blessures d'ischio jambier, c'était pendant les règles. Ça, c'est pour elle. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les femmes, mais pour elle, toutes ces grosses blessures, c'était là. Donc, elle va éviter de faire des gros efforts, des grosses séances d'entraînement qui va demander beaucoup de ses ischios quand elle a ses règles. Et pour les Jeux Olympiques, depuis janvier, elle avait commencé à décaler ses cycles pour ne pas avoir ses règles pendant les Jeux. Mais ça, sont des stratégies à elle. Pour nous, dans notre projet, dans Empower, notre but, c'est que chaque femme, chaque sportive puisse savoir ce qui se passe pour elle, quelles sont les phases où elles sont plus amènes de réaliser leurs plus grandes performances, quelles sont les phases où c'est un peu plus difficile pour qu'elle-même puisse avoir la clé de la gestion de sa carrière. Et la prochaine étape du projet Empower, est-ce que ça va être justement d'aider les femmes à gérer leur phase d'entraînement et de compétition une fois qu'elles sont passées à l'étape après le cycle, c'est-à-dire une fois qu'elles ont eu un enfant, parce qu'on sait aussi que suivant qu'elles allaitent ou pas, il y a des impacts hormonaux qui sont différents, ou est-ce que vous y avez pas encore pensé à la prochaine étape? La prochaine étape, une fois qu'on aura identifié quelles sont les phases plus intéressantes pour la performance de chacune, et des phases où c'est un peu plus compliqué, c'est de savoir comment adapter l'entraînement en fonction de ces constats. C'est-à-dire, ok, j'ai identifié pour cet athlète, phase lutéale, c'est plus intéressant pour l'endurance. Est-ce que c'est alors lors de cette phase qu'on va augmenter l'endurance? Ou à l'inverse, puisqu'elles sont déjà endurantes dans cette phase, on va augmenter les entraînements de puissance. Donc la deuxième phase, c'est ça. Puis, en ce qui concerne les entraînements post-grossesse, nous avons très peu de cas encore parmi nos sportives nous permettant de faire un suivi d'un groupe d'athlètes comme ça. Mais si nous avons des sportives là qui viennent de faire Tokyo et qui éventuellement souhaitent faire Paris 2024, mais entre-temps avoir un enfant, peut-être ça serait avec plaisir de les accompagner et de mesurer tous ces paramètres pour les aider dans cette reprise de la performance
post-grossesse. Tu nous as dit en off tout à l'heure que tu ne révélerais pas les résultats qui n'avaient pas encore été publiés. Bon, logique, on te les demandera pas. Non, mais par rapport aux résultats qui sont peut-être déjà sortis, est-ce que et je pense que ça pourra intéresser quelques auditrices aussi et auditeurs, pourquoi pas. Quelles sont les grandes trouvailles qui sont sorties de votre étude pour l'instant? Là, dans notre étude, nous sommes encore en train de faire les analyses. C'est pour ça que nous n'avons pas encore figé les résultats, parce que certaines, nous avons suivi jusqu'à Tokyo. Donc, on a fini de récolter les données jusqu'à Tokyo. Nous sommes 5 dans l'équipe et nous faisons les analyses. Et les grandes tendances, c'est déjà un constat, puisque nous avons mesuré les taux hormonaux de toutes les sportives, il a une influence. Il a une influence des estrogènes et progestérone et la testostérone sur leur performance. Ça, c'est en effet des groupes que nous avons déjà constatés. Nous avons aussi pu observer vraiment des individualités, et c'est très intéressant. Par exemple, il y a des sportives, notamment celles qui ont des cycles naturels, elles ne prennent pas la pilule. La tendance, là, est encore à peaufiner nos résultats, mais il y aura une tendance d'avoir des phases, où il y a des pics d'estrogène qu'elles vont performer au mieux. Et parmi celles qui prennent la pilule, il y a moins de variations, il semblerait avoir moins de variations, mais quand elles font la période de pause, ce qui équivaut à la période de menstruation chez celles qui ont des cycles naturels, c'est là où elles performent les moins bien. Et donc, on commence vraiment à voir nos résultats préliminaires montrent une tendance d'avoir de meilleures performances en présence d'estrogène, notamment. Donc, en fonction de la contraception ou le manque de contraception, il y a un effet inverse au niveau de la performance. Ce n'est pas que c'est inverse, mais il est augmenté parmi celles qui ont un cycle naturel. Mais c'est normal aussi que cet effet soit augmenté, puisque les oscillations hormonales avec un cycle naturel, c'est plus important. Ok. De manière absolue, ça veut dire que les moyens de contraception diminuent la performance des athlètes? Ou bien on peut pas dire ça? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ça comme ça. Il y en a des études montrant que c'est controversé, c'est un sujet encore controversé. Il y a des études montrant que en présence des pilules, les sportifs auraient plus de difficultés, par exemple, à construire des muscles, à l'hypertrophie. Ce serait plus facile d'avoir de construire la masse maigre avec un cycle naturel, selon certaines études. Selon d'autres études, il n'y a pas d'impact sur la performance. C'est que nous, aujourd'hui, notre étude ne permet pas de faire une comparaison pilule par pilule, parce que là, il fallait faire plutôt la même sportive. Elle prend la pilule, après elle arrête et on continue de les suivre pour lui donner une réponse là-dessus. Mais on voit par contre des pics de performances plus clairs et en dessinée parmi celles qui ont les cycles naturels. Wow. Ok. Une étude riche en enseignements. J'ai hâte de voir ça sortir et puis d'essayer de décrypter les résultats. Et ça serait avec plaisir pour vous parler de tous nos résultats avec l'Aviron, mais aussi avec les fédérations qui nous avons commencé les suivis. J'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le cyclisme aussi, nous suivons les cyclistes, et elles étaient aussi, certaines étaient à Tokyo aussi. Et dès qu'on aura plus de résultats, et petit à petit, quand on aura plus de sportifs, plus de disciplines, on sera en mesure d'avoir des résultats plus globaux et qui est plus généralisable. Et d'autant plus qu'il y a aussi une saisonnalité importante dans certains sports, que ce soit des sports en équipe parfois où effectivement il y a une pause dans la saison à un certain moment de l'année, et évidemment dans un sport comme le triathlon où là on le sait très bien, on a à peu près la moitié de l'année où on n'est plus trop en mode compétition, on va plutôt travailler le fond. Donc effectivement j'imagine que ça change beaucoup aussi, ça varie beaucoup au niveau des études, et on attend avec impatience du coup les résultats. Et puis si t'as des résultats aussi spécifiques au triathlon, on sera preneur et on se refera un petit catch-up tous ensemble. Super, merci beaucoup Juliana, et puis on se donne rendez-vous demain du coup pour un nouvel épisode. Avec plaisir, merci Hermanon, merci Olivier. À demain. À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!